Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver ce matin, au studio donc de Cap Digital. Ce matin, nous avons la chance d'avoir plusieurs intervenants pour ce R&D Corner et tout d'abord, après une toute petite présentation de Cap Digital, je vous présenterai donc, je laisserai la parole à Émilie Gallois qui, nous fait l'honneur, ce matin, dans le cadre de notre partenariat Cap Digital INPI, de venir vous présenter les services d'accompagnement aux entreprises en Île-de-France, hein. En tout cas, Émilie est en particulier, en charge d'accompagner les entreprises en Île-de-France. Donc on aura une petite intervention de l'INPI avec Émilie, juste après la petite présentation Cap Digital aujourd'hui, ce matin. Ensuite, on va un peu changer l'ordre, habituel pour ceux qui ont l'habitude de nos R&D corner et on va, passer la main à la suite à, l'équipe Europe qui est, donc Julia, que vous connaissez, Julia Morawski, qui a aussi, ce matin une intervenante côté BPI France qui va venir, présenter, qui sera à distance, mais qui va vous présenter, les appels Digital Europe. On en reparlera juste après. J'ai peut-être pas passé les slides qui peuvent vous montrer à peu près ce qu'on va présenter juste après. C'est pas grave, je l'aurais dit quand même. Et en guest star également à la fin, nous recevrons un représentant de la région Île-de-France qui viendra, présenter en avant-première, puisque ça vient juste de sortir il y a quelques jours, l'appel InnovUp Leader PIA. Donc un appel, R&D Île-de-France, qui est le concours, régionalisé. Voilà, donc pour les entreprises franciliennes, il y aura donc aussi un appel avec un représentant de la région à la fin de ce R&D Corner. Donc pour commencer, une petite introduction Cap Digital, l'équipe, recherche, développement et innovation pour laquelle je fais partie. Je m'occupe en particulier toujours des appels à projets nationaux collaboratifs pour ma part et des appels nationaux individuels. On va retrouver Julia, comme je vous le disais tout à l'heure, Julia Morawski, qui s'occupe d'accompagner nos adhérents sur les appels à projets européens. Donc là, Julia, vous pouvez la contacter tout au long de l'année pour faire le point avec elle sur vos projets européens, trouver les bons guichets et puis vous aider pour l'accompagnement, expertise et labellisation pour certains appels à projets. Sarah El Jabri, qui nous a rejoint il y a peu de temps dans l'équipe, on est ravis de l'accueillir et qui est analyste et responsable du réseau des investisseurs en capital, donc toute la partie financement privé. Très importante aussi, ce fameux levier financement public, financement privé, très important à bien mettre en place dans les 3 premières années de l'entreprise. Jennifer Lecomte, qui dirige l'équipe recherche, développement et innovation, qui s'occupe aussi en particulier, donc qui est un profil chercheuse et qui s'occupe des projets particulièrement donc ANR et nationaux collaboratifs. Et puis Philippe Roy, qui doit être avec nous en ligne pour aussi répondre à vos questions, qui s'est longtemps occupé de l'équipe R&D et qui est donc délégué adjoint en charge des relations académiques aujourd'hui et des collectivités territoriales. Le programme que je vous ai présenté au début. Et Cap Digital, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un pôle de compétitivité. On parle aujourd'hui de collectifs d'innovateurs. On représente, on compte un peu plus, donc on est des associations, hein, une association loi 1901. Donc on compte un peu plus de 1000 structures adhérentes chez Cap Digital. Et notre spécificité aussi par rapport aux thématiques et aux filières qui nous intéressent, c'est dans ces plus de 1000 structures, d'avoir 850 startups et PME. Donc qu'on essaie d'accompagner au mieux au quotidien. On a également plus de 70 laboratoires de recherche, écoles, universités, très techno, data, IA, mais aussi sciences humaines et sociales depuis le début. Donc la plupart des écoles, universités, laboratoires de recherche, en Île-de-France, mais pas qu'en Île-de-France, sont adhérents de Cap Digital. Et des grands comptes également. On est donc dans les grands comptes, on parle des grands groupes, on parle des ETI également et on parle des EPIC. On est à un peu plus de 70 grands comptes aujourd'hui. Et puis toujours 10 fonds d'investissement, 10 fonds d'investissement qui nous suivent depuis longtemps, qui sont membres du pôle aussi. On a un collège investisseur au sein de notre conseil d'administration et donc un représentant qui donc aussi nous donne de leur temps et qu'on accompagne également au sein, en particulier, des comités d'investisseurs qu'organise aujourd'hui Sarah.
Notre équipe, c'est 40 permanents et on repose surtout sur un réseau d'experts, un réseau de 160 au moins experts, je dirais presque même. On doit vraiment pas être loin des 200 experts, ça c'est certain. Experts techno, experts métiers, experts business qui nous donnent de leur temps, tout au long de l'année pour accompagner les projets de R&D, qui, peuvent conseiller aussi des grandes entreprises quand il le faut, qui peuvent aussi monter sur des projets européens quand on en a besoin aussi. Donc diverses façons d'être expert chez Cap Digital, mais en tout cas une grande force, une de nos grandes forces, c'est bien ce réseau d'experts qui nous donne de son temps, pour nous aider et accompagner nos membres. Les 3 actions, enfin en tout cas les 3 axes principaux pour lesquels, on accompagne nos membres. On a toujours donc historiquement la R&D. Aujourd'hui, ce matin, on y est. On a, plus de 3 000 projets qui ont été reçus par le pôle depuis le début. On accompagne, on traite et là on va beaucoup en parler ce matin. Donc en tout cas, l'accompagnement au financement R&D, c'est une des actions principales, de Cap Digital. La partie accélération également. Donc là, justement, le accompagnement à la levée de fonds, pouvoir, effectivement vous présenter devant des investisseurs et on fait donc des comités réguliers. Si vous avez des questions dans tous les cas, vous pourrez aussi, nous recontacter par la suite. On sera très content de vous expliquer tout ça. Et la troisième partie importante qui peut aider à la fois les grands comptes et les PME start-up, c'est la partie open innovation, transformation numérique, importante. Aujourd'hui, on a mené plus de 100 projets d'open innovation, donc on appelle des challenges, aujourd'hui même dans notre jargon des POC and Go. Et donc, en fonction d'un grand compte qui a une problématique et des datas associées très souvent, aller sourcer les bonnes startups pour, pendant quelques mois, 3 à 6 mois, pouvoir développer un POC à façon pour ce grand compte. Les projets européens très importants. On a grimpé au fur et à mesure des années, et l'équipe, Europe s'est étoffée aussi au sein de Cap Digital. Ça nous a comme ça permis, par exemple, sur la seule année 2020, d'être, partenaire de 12 projets ou coordonnés. Soit on est coordinateur, soit on est partenaire de projets européens, comme ça. Donc là-dessus aussi, on pourra vous donner des détails si vous le souhaitez. Au total, c'est même plus de 230 structures partenaires de Cap Digital au niveau européen. Donc un très fort réseau européen qu'on mène depuis, 15 ans aussi, donc important, équipe Europe. Pour nous rejoindre, c'est une adhésion, hein, on est, comme on le disait, une association. Ça va dépendre de votre taille, surtout aussi de votre chiffre d'affaires. Pour les startups TPE qui font encore donc moins de 250 000 € de chiffre d'affaires, par exemple, c'est 200 € hors taxe à l'année. Et puis après, ça monte, 500 €, 1 000 € en fonction des structures. Voilà, on peut voir les intercommunalités, par exemple, à 6 000 €. L'accompagnement R&D, ça commence par la sensibilisation, comme ce matin, avec notre R&D Corner, voilà, pour tous, atelier, de présentation des différents appels à projets. Le diagnostic est là. Vous nous demandez un projet, enfin vous nous présentez un projet lors d'un rendez-vous diagnostic et là, on va identifier pour vous le bon guichet de financement, par exemple, et ou en parallèle, les partenaires qui vont bien pour vous aider à monter sur ce projet de R&D. C'est la mise en relation. Puis ensuite, l'expertise, la labellisation de votre projet. Et bien entendu, quand les projets sont financés, alors derrière, on va s'occuper de la visibilité, de la mise en avant de votre projet, de la valorisation tout au long et à la suite, de l'accompagnement à l'industrialisation. Le réseau d'experts dont j'ai déjà parlé, donc très important, on le met vraiment en avant et c'est vraiment des gens sur qui on peut compter au quotidien et encore merci, il y en a toujours qui participent, et qui sont certainement derrière leur écran aujourd'hui, donc on les salue. Et si on rentre dans le cœur de la R&D avant de laisser la parole à Émilie, c'est, juste parce que ça, c'est quelque chose à savoir. Il y a toujours 2 régimes en fait, hein, derrière ce qu'on appelle les appels à projets ou ce qu'on peut appeler les appels à projets. Donc le régime de minimi ou de minimis et
le régime R&D ou RDI, recherche, développement et innovation. Côté règles de minimis, c'est pour ce qui est développement, tout ce qui est développement commercial, tout ce qui est en dehors finalement des travaux de R&D. Donc voilà, par exemple, en Île-de-France, je donne juste un exemple. En Île-de-France, on appelle, il y a un dispositif qui s'appelle PMUP. Celui-ci, on est bien sur la croissance et le développement de l'entreprise pour embaucher voilà, enfin, ressources humaines, mais qui n'est pas vraiment sur qui n'est pas sur la R&D, pouvoir présenter un plan de développement comme ça sur un an. Alors, on est dans la règle de minimis. Là, de toute façon, en général, avec la trésorerie, enfin, les experts comptables le savent et tous ceux, je veux dire, toute entité par exemple, la région Île-de-France avec PMUP, si vous bénéficiez d'un PMUP, de toute façon, vous recevrez quelque chose qui vous dira où vous en êtes. Parce que la règle des minimis, c'est que vous ne pouvez pas dépasser, je crois que c'est ça, c'est 200 000 € d'aide, c'est exactement indiqué, 200 000 € d'aide publique sur une période de 3 exercices fiscaux consécutifs. Donc ça, c'est une règle à savoir. Pour les régimes R&D, il n'y a pas de barème haut. Donc là, on est sur tous les travaux de R&D qui peuvent rentrer dans le cadre d'un projet. L'échelle TRL importante aussi. Donc ça sera pour un peu définir la maturité de votre projet. On part de TRL 1, on peut aller jusqu'au TRL 9. En fait, TRL 1, on est vraiment à l'idée. On passe ensuite par le concept, le développement et puis la commercialisation, bien sûr, jusqu'à la maturité la plus haute, qui est le TRL 9. Et en fonction des appels à projets, où là, on a essayé d'en positionner quelques-uns sur ce slide, vous verrez que parfois, en fonction des appels à projets, ils vont demander des projets qui vont être sur une maturité des TRL 5, 6, 7, par exemple. Émilie, j'en ai fini. Je te laisse la parole. Je te laisse présenter. N'hésitez pas, je le rappelle, parce que je n'ai pas rappelé les règles au début, à poser toutes vos questions dans l'onglet questions pour Émilie aussi. On lui posera les questions à la suite de sa présentation. Je te laisse la parole. Merci beaucoup, Christelle. Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravie d'être là et je suis ravie d'apporter l'aide de l'INPI au projet développé par les entreprises qui accompagnent Cap Digital. L'objet de ma présence aujourd'hui, c'est de vous présenter les différentes aides et les différents outils que l'INPI a développé pour accompagner les entreprises, pour accompagner leur croissance et puis parce que on va essayer de le voir maintenant, la propriété industrielle, c'est un véritable enjeu de compétitivité et de protection de vos actifs immatériels. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les... Ça marche? Qu'est-ce que je fais? Ah, super, pardon. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les outils et les aides proposés par l'Institut national de la propriété industrielle, donc l'INPI. Nous sommes sous tutelle de la Direction générale des entreprises, rattachée au ministère de l'économie et des finances, et nous sommes à peu près 850 collaborateurs. Alors, vous nous connaissez probablement, l'Institut national de la propriété industrielle, sous l'angle de la délivrance des titres ou au moins de l'examen des marques, des dessins et modèles et des brevets. Donc c'est notre cœur de métier. Nous sommes avant tout des experts en propriété industrielle, juristes ou ingénieurs brevets. Mais les services de l'INPI se sont développés bien au-delà de l'examen des titres. Comme vous le voyez sur cette slide, on a d'autres casquettes. Alors l'une de nos casquettes, c'est que nous hébergeons le secrétariat général du CNAC, le Comité national anti-contrefaçon. Nous hébergeons également une académie INPI, qui est en charge de sensibiliser les personnes physiques et les personnes morales à la propriété intellectuelle et industrielle. Nous sommes dans le monde entier en fait, au cœur des ambassades pour porter la parole de la France en matière de propriété intellectuelle. Et puis pour ce qui me concerne aujourd'hui, eh bien nous sommes là pour informer et accompagner les entreprises et les porteurs de projets
sur l'accompagnement de leurs projets liés à l'innovation et à la protection de leurs actifs immatériels. Alors, Christelle en a parlé, l'échelle d'un projet se mesure en TRL, du TRL 1 au TRL 9. Eh bien, à l'INPI, on essaye d'être présent de ce TRL 1 à ce TRL 9. Je l'ai représenté sur cette slide aujourd'hui. En fait, on est présent de l'idéation jusqu'à la scalabilité, voire même au-delà du projet, puisque on peut intervenir pour vous aider à tous les niveaux. On peut intervenir au moment de l'idée en vous donnant les bonnes pratiques et les points de vigilance. Et puis, tout au long de votre projet, on peut vous accompagner, que ce soit pour mettre en place de la veille, pour faire des études de liberté d'exploitation, pour vous donner les bonnes pratiques ou les bons relais pour protéger vos innovations. Bien évidemment, on est là au moment des dépôts de titres, on est là au moment des extensions à l'international, et ensuite, ça ne s'arrête pas là. Une fois qu'on a mis le doigt dans la propriété intellectuelle, eh bien, il faut piloter son portefeuille, il faut penser à le mettre à jour, à le cas échéant, le faire croître, à se séparer des titres qui ne seraient plus utiles. Et donc, on est également là lorsque vous envisagez de partir à l'international ou de piloter votre projet. Alors, on n'est pas tout seul, évidemment. Nous ne nous substituons pas aux avocats et aux conseils en propriété industrielle. Ce n'est pas notre, on n'a pas le droit de le faire et ce n'est pas du tout notre objectif. Mais on va être en capacité de vous mettre en relation avec les bons relais. À titre d'exemple, en Île-de-France, nous organisons toutes les semaines jusqu'à 8 permanences par semaine avec des conseils en propriété industrielle, avec des avocats spécialistes de la propriété intellectuelle et avec des ingénieurs brevets. Donc, ce sont des consultations gratuites auxquelles tout le monde a droit. Et donc, vous pouvez rencontrer des conseils et des avocats à l'occasion de ces rendez-vous, de ces consultations gratuites. Alors, un petit focus maintenant sur les aides que l'INPI a développées pour vous, porteurs de projets et entreprises. Je vais rentrer un tout petit peu dans le détail, mais déjà sur cette slide, vous avez un aperçu global. Donc, on a développé des programmes spécifiques, un programme qui s'appelle le programme Startup, qui est un accompagnement sur une durée de 2 ans. Nous avons développé un programme justement en lien avec les projets collaboratifs, public-privé ou privé-privé, qui s'appelle le programme Alliance Pays. Nous avons développé un produit de diagnostic qui s'appelle le Prédiagnostic Pays. Nous avons également une offre d'aide financière à destination de toutes les startups, PME, PMI, ETI. On a une seule condition, c'est la condition de la taille. Ça s'adresse à des entreprises de moins de 1000 salariés. Et puis, on a 2 produits qui sont déjà un petit peu plus évolués en termes de public, qui sont la Masterclass Pays et la cartographie des brevets. Alors, pour rentrer un petit peu dans le détail, le programme Startup, qu'est-ce que c'est? C'est un accompagnement sur mesure qui est destiné à une startup, en général une startup jeune qui vient de se créer, et c'est un accompagnement sur 2 ans. Donc, il n'y a pas d'engagement spécifique de la part de la startup. C'est évidemment un accompagnement 100% gratuit. La startup nous signale son besoin et un chargé d'affaires de l'INPI, donc qui est soit ingénieur brevet, soit juriste, va provoquer des rendez-vous réguliers selon les besoins de la startup. En moyenne, ce sont des rendez-vous tous les 5 mois. Et donc, on va faire un tour d'horizon de toutes les problématiques de la start-up en matière de propriété intellectuelle à peu près tous les 5 mois sur une durée d'à peu près 2 ans. L'objectif de faire ces rencontres tous les 5 mois, c'est d'être en capacité de lui signaler
des points d'amélioration ou en tout cas de lui proposer un plan d'action sur une durée de 5 mois, pour les 5 mois précédents. Et donc, on a conscience que le chef d'entreprise, il est pas mal occupé avec d'autres matières en matière de démarrage de sa start-up. Et donc, nous, on est là pour lui comment dire, attirer son attention sur les points de vigilance en matière de propriété intellectuelle. À l'issue de ces 2 ans, l'entreprise aura gagné en maturité en matière de propriété intellectuelle, aura très probablement déposé des titres, aura très probablement aussi envisagé un départ à l'international. Et donc l'INPI remet alors au chef d'entreprise une lettre de soutien à l'innovation qu'il est libre d'utiliser justement dans des appels à projets, dans des concours auprès d'investisseurs pour justifier et pour prouver l'engagement et la montée en compétences en matière de propriété intellectuelle. Un autre programme qui est là aussi orienté auprès des entreprises, des startups, des PME, des ETI, dans le cadre d'un projet de R&D collaborative ou de transfert de technologie. Là, l'INPI va agir comme un facilitateur, c'est-à-dire que on a conscience que la startup, elle a des titres ou en tout cas des actifs immatériels avant cette collaboration, avant d'entrer dans un contrat de consortium. Et donc, on est vraiment là pour la guider en amont de cet accord de consortium. On la met en relation avec les personnes idoines, donc en général des conseils en propriété industrielle et des avocats. Et là aussi, nous avons des aides financières qui permettent à l'entreprise de la représenter et de faire en sorte que dans ce contrat de collaboration, elle puisse valoriser ses titres de pays créés ou à venir à l'occasion de ce consortium. Et donc, notre travail va jusqu'à l'accord finalisé et le bilan de cet accord de consortium ou de ce transfert de technologie. Un autre outil qui a été mis en place par l'INPI, c'est un prédiagnostic propriété industrielle. C'est un tour d'horizon à 360 des projets de l'entreprise, un état des lieux de tous ces projets de R&D et des recommandations personnalisées pour orienter ses priorités en matière de propriété intellectuelle. Pour vous donner quelques exemples, une entreprise qui ne ferait pas de veille ou une entreprise qui ne ferait pas d'études de liberté d'exploitation, une entreprise qui n'aurait pas déposé sa marque ou ses dessins et modèles, qui ne se serait pas préoccupé de sa présence sur Internet avec des noms de domaine en cohérence avec l'exploitation de l'entreprise. Nous sommes en fait en capacité de faire des préconisations vis-à-vis de cette entreprise. Ce prédiagnostic, il est gratuit pour l'entreprise. Il constitue donc en 2 rendez-vous, un premier rendez-vous avec un audit des projets de l'entreprise, la réalisation d'un rapport et un second rendez-vous de remise de ce rapport avec explication de nos préconisations. Ce prédiagnostic, il a une valeur de 1 500 € et il est entièrement financé par l'INPI. J'en arrive maintenant au PASS Pays, qui est un peu le cœur de notre réacteur, parce que c'est bien beau de proposer un programme start-up, c'est bien beau de proposer un prédiagnostic, mais in fine, si on fait des recommandations et qu'on ne vous donne pas les moyens de les atteindre, finalement notre travail ne se ferait qu'à moitié. Et donc l'INPI a développé un soutien financier qui est destiné à toutes les entreprises françaises de moins de 1000 salariés et qui vient soutenir la mise en place de votre politique propriété intellectuelle. Donc, il s'adresse à qui ce programme Startup, ce PASS Pays? Il s'adresse donc aux startups, aux PME, aux ETI qui n'ont pas véritablement de pratique en matière de propriété intellectuelle, qui ont conscience qu'il y a des enjeux de compétitivité et de valorisation
Et l'INPI va pouvoir les encourager à mettre en œuvre ces recommandations. Donc, c'est un soutien financier pour la prise en charge des prestations d'experts, donc des conseillers en propriété industrielle et des avocats spécialistes en PI. Et donc, l'INPI va pouvoir cofinancer 50% des honoraires de ces conseils et de ces avocats. Donc, c'est une participation plafonnée à 3 000 €, puisqu'on va prendre 50% d'une prestation de 6 000 € maximum. Et l'entreprise peut bénéficier de 3 prestations dans la limite d'une enveloppe de 10 000 €. Alors, quel type de prestation l'INPI soutient? Eh bien, tout ce qui est directement ou indirectement lié à la propriété intellectuelle. Alors, il y a la famille brevet, évidemment, tout ce qui va concerner la phase amont du brevet, la recherche d'antériorité, la veille, la cartographie des inventions, la liberté d'exploitation, tout ce qui va toucher au numérique, et vous êtes bien placé pour le savoir, comment protéger ces œuvres numériques. Il n'y a pas que le brevet, il n'y a pas que le droit d'auteur, il y a d'autres outils. Et nous avons également une offre qui concerne la cybersécurité, qui est un audit de vos solutions numériques en matière de cybersécurité. Il va y avoir un accompagnement sur les contrats, notamment tout ce qui concerne les clauses contractuelles en lien avec la titularité des actifs immatériels créés. L'international, lorsque vous souhaitez partir à l'international, eh bien, comment étendre sa marque, comment étendre son brevet, comment envisager de protéger ses designs à l'international. Il y a évidemment tout ce qui va concerner la valorisation financière, extra-financière et la fiscalité de la propriété intellectuelle. Et puis, le cas échéant, si vous pressentez une contrefaçon ou une attaque potentielle, l'INPI va pouvoir agir en amont en vous proposant une analyse pré-contentieuse de cette défense. J'en viens maintenant aux produits sur mesure un petit peu plus haut niveau, qui s'adressent à des entreprises qui ont déjà une petite connaissance ou une petite habitude de la propriété intellectuelle. Et là, c'est un outil, une masterclass qui a été développée dans le but de piloter et d'optimiser le pilotage de votre stratégie propriété intellectuelle. C'est un accompagnement qui a été mis en place pour les startups, pour les PME, pour les entreprises de taille intermédiaire et qui va vous aider à construire vos stratégies. Alors, certaines entreprises ont des stratégies très orientées brevets, offensives, défensives. Il y a des entreprises qui n'ont pas forcément intérêt à tout déposer en matière de brevet. Il y a aussi ce qu'on appelle le savoir-faire. Il y a bien évidemment le droit d'auteur. Donc, les outils sont multiples. Et l'objectif, c'est que chaque entreprise comprenne dans son cas de figure propre quels sont ses enjeux et quels sont les outils optimums qu'ils doivent développer et comment ils doivent les piloter. L'objectif, c'est que l'entreprise gagne en autonomie sur la sécurisation de son innovation et soit en capacité de prendre des décisions qui sont en cohérence avec la stratégie globale de l'entreprise. Donc, cette masterclass PI, elle est calibrée pour une durée de 6 mois et l'entreprise va rencontrer l'INPI et les opérateurs de l'INPI sur 6 jours. Donc, un chargé d'affaires de l'INPI, donc soit un juriste, soit un ingénieur, va être en charge de cette entreprise, va l'accompagner pendant ces 6 mois. Et grâce à cette masterclass, les entreprises vont pouvoir avoir un accès à un réseau d'experts en interne comme en externe. Et nous avons chaque promotion qui est parrainée par un parrain ou une marraine responsable propriété industrielle d'une entreprise. À titre d'exemple, notre dernière marraine était Madame Plantureux, directrice juridique directrice propriété industrielle chez OVH. Cette masterclass, elle a une valeur de 10 000 € et l'INPI en prend 60% à sa charge, ce qui reste à charge 3 000 €. Et il faut savoir que les OPC sont en capacité également de proposer un cofinancement de
de ce montant. Alors, quelques exemples rapidement de coaching que nous proposons. Donc, la stratégie de défense, la stratégie de pays et les contrats, la veille, le marketing de l'innovation, la créativité des brevets, la valorisation du portefeuille. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas une offre clé en main. La masterclass pays, c'est pas une offre sur étagère. C'est vraiment à l'issue d'un diagnostic et d'un audit précis, on va identifier vos besoins spécifiques et ce sera des coachings sur mesure pour les entreprises. J'en arrive maintenant à un autre outil qui est une cartographie des brevets. Donc c'est l'utilisation du big data pour identifier des partenaires, des concurrents, des fournisseurs, des distributeurs, des technologies parallèles, des technologies complémentaires, des technologies concurrentes, et ça grâce au big data et aux brevets. Alors, quelques exemples. Vous souhaitez savoir où vous pouvez trouver une solution technologique complémentaire à la vôtre. Vous souhaiteriez savoir avec qui collaborer. Vous souhaiteriez rassurer vos investisseurs. Eh bien, grâce aux bases brevets, nous avons la possibilité de cartographier votre technologie, votre présence par rapport à vos concurrents, par rapport à votre secteur d'activité, par rapport à des secteurs complémentaires. Et donc, vous voyez sur cette slide des montagnes et des océans. Quand vous avez des montagnes, c'est que vous avez un domaine fortement concurrentiel d'innovation brevetée. Et lorsque vous avez des océans, c'est que vous êtes plutôt dans un domaine qui est assez faiblement concurrentiel. Et là encore, c'est un outil qui doit être utilisé stratégiquement. Le chef d'entreprise a un certain nombre de questions et cette cartographie vient apporter des réponses à des questions que le chef d'entreprise a pu se poser. L'INPI vous propose depuis ce début d'année 2021 un seul et unique lien qui s'appelle Data INPI. Et donc sur Data INPI, vous avez maintenant plus de 53 millions de données, à la fois des informations qui vont concerner les entreprises, puisqu'on a le registre des sociétés, qui va vous permettre d'identifier le portefeuille de titres d'un de vos clients, d'un de vos fournisseurs, d'un de vos partenaires. Vous avez l'intégralité des marques déposées et en vigueur en France, l'intégralité des brevets déposés et en vigueur en France et l'intégralité des dessins et modèles. Et enfin, vous avez les licences qui sont également accessibles. Et puis j'en ai presque terminé, juste pour vous indiquer que l'INPI est présente en France. Nous sommes 850 collaborateurs, 70 chargés d'affaires basés sur tout le territoire, et nous avons des collègues basés dans 10 pays qui recouvrent à eux seuls près de 100 pays. Donc, si vous avez l'intention de partir à l'international, n'hésitez pas à prendre contact avec nous et nous vous mettrons directement en contact avec eux sur les aspects de développement de votre innovation en matière de propriété intellectuelle. Ils connaissent les us et coutumes sur place et ils ont les bons réseaux et les bons relais. Voilà, vous pouvez nous contacter directement avec le numéro gratuit qui s'affiche. Et puis, si vous êtes une entreprise francilienne, n'hésitez pas non plus à nous contacter sur l'adresse ile-de-france@inpi.fr. Merci. Merci beaucoup, Émilie. On voit que l'offre, effectivement, est très riche. C'était très bien de pouvoir... on pense toujours... on pense forcément beaucoup au brevet, mais on ne voit pas toute la palette, en tout cas, de services que peut proposer l'INPI. Et donc, merci beaucoup pour cette présentation qui était assez claire. J'ai 2 ou 3 questions pour toi, Émilie, ce matin. Donc, j'ai une première question de Véronique pour spécifier entreprise de moins de 1000 salariés, s'entend au sens européen, ou bien une entreprise dont l'actionnaire est un grand groupe peut bénéficier de l'accompagnement sur les projets collaboratifs. Alors effectivement, je ne l'ai pas précisé, l'accompagnement et les aides financières que nous apportons, elles sont orientées donc vers des entreprises de moins de 1000 salariés. Il n'y a pas de chiffre d'affaires qui rentre en ligne de compte. Tous les accompagnements que vous avez vus peuvent être éligibles pour toute entreprise de moins de 1000 salariés.
exception faite, le pass pays. Le pass pays ne s'adresse que aux entreprises qui ne sont pas détenues à plus de 25% par une entreprise qui ne rentre pas dans cette catégorie. Donc effectivement, une entreprise de moins de 1000 salariés qui serait détenue à plus de 25% par une multinationale ou par une entreprise de plus de 1000 salariés ne pourrait pas bénéficier du pass pays. Par contre, les autres accompagnements gratuits, programmes start-up, pré-diagnostic, ça rentre en ligne de compte. Très bien. Ça concerne beaucoup, les questions concernent beaucoup effectivement les typologies d'entreprises. On a une question également de Patrice. Bonjour Patrice. Le programme Alliance Pays, mais du coup c'est pas Alliance, mais c'est ce que tu viens de dire, est gratuit aussi pour les grandes entreprises et les ETI. Je crois que tu as dit pour les ETI, mais pas pour les grandes entreprises. Exactement, c'est ça. Notre rôle, si vous voulez, c'est vraiment d'être facilitateur pour la start-up, la PME et l'entreprise de moins de 1000 salariés. On va pas être facilitateur pour le grand groupe, tout simplement parce que voilà, il est déjà accompagné et on est plutôt aux côtés des plus petits. Ouais, on aura fait le tour comme ça. La dernière question de Marianne, c'était les EPIC. Est-ce que les EPIC sont concernés par la gratuité de vos services? Alors, les EPIC, non, mais en tout cas, les associations, les associations avec un objet commercial peuvent être concernées. On a pu avoir des passe-pays, pour des associations. D'accord. Qui avaient des objectifs commerciaux. Oui, absolument. Absolument. Mais des établissements publics qui ont des Non, alors pas à ma connaissance. Pas à ta connaissance. Ok. Très bien. Merci. Je crois qu'on a fait le tour. On va pouvoir laisser la parole à Julia pour la partie Europe. Non, je pense pas. Tu as pas dit. Faut rester à pied longtemps. 1, 2, 3. Oui, bonjour à tous. Merci Christelle pour ce passage de parole. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Alors, depuis la pandémie, j'ai réalisé un rêve. Je fais de la télé, donc je parle devant des caméras. Bon, trêve de plaisanterie. Donc aujourd'hui, pour la partie Europe, nous allons vous présenter le nouveau programme qui s'appelle Digital Europe. C'est donc un tout nouveau programme de financement européen pluriannuel qui va être lancé maintenant en 2021 et se clôturer en 2027, lancé par la Commission européenne. L'objectif principal de ce nouveau programme est d'apporter la technologie numérique aux entreprises, aux citoyens et aux administrations publiques. Pour cela, nous avons invité quelqu'un du ministère de l'économie, des finances et de la relance, plus spécifiquement au sein de la Direction générale des entreprises. C'est Laetitia Cuignet, chargée de mission numérique internationale. Bonjour Laetitia, est-ce que vous m'entendez? Bonjour Julia, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez moi? Oui, je vous entends très bien. Donc je vous donne la parole et on va passer la première slide. Alors l'autre slide. Voilà, c'est la manette qui est là. Vous pouvez commencer. Parfait, merci beaucoup. Donc bonjour à tous, ça me fait très plaisir d'être avec vous ce matin et je remercie Cap Digital d'avoir consacré donc une partie du séminaire ce matin au programme Europe numérique qui a besoin de publicité car comme l'a dit Julia, donc c'est un nouveau programme et les premiers appels viennent tout juste de sortir, donc c'est tout frais. Donc juste pour me présenter, donc je m'appelle Laetitia Cuignet et donc comme l'a dit Julia, donc je suis chargée de mission donc à la Direction générale des entreprises et donc je suis ici aujourd'hui car je suis la représentante française au sein du comité de programme du programme Europe numérique. Bon, j'ai quelques autres missions, je travaille notamment sur la présence française du Conseil de l'Union européenne, le G7, les affaires européennes courantes, etc., etc. Mais en tout cas, donc j'ai ce petit portefeuille programme Europe numérique. Donc juste pour vous prévenir, j'ai une bonne vision globale. Je pourrais pas forcément aller dans le détail de tous les projets, mais je vais faire de mon mieux pour répondre à vos questions et sinon je les noterai et j'irai voir donc avec mes collègues experts qui suivent les projets spécifiques de plus près.
Comme je l'ai dit, c'est le bon moment de faire une présentation sur le programme Europe Numérique, car les appels viennent tout juste de sortir, les premiers appels en tout cas. Et surtout, ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années qu'on est dans le flou. Donc, le programme Europe Numérique est un nouveau programme de la Commission, donc lancé pour la période 2021-2027. C'était un peu la musique habituelle avec tous les nouveaux programmes, retards, complications, etc. En tout cas, on s'en est sorti. Et donc, c'est un programme qui est doté de 7,6 milliards d'euros et qui vise à soutenir l'offre numérique européenne, notamment en soutenant les investissements dans ce secteur, dans les technologies clés, la diffusion de technologies dans l'industrie européenne et aussi la société européenne, et aussi le développement de compétences numériques. Et donc, avant d'aller dans le détail du programme, je propose de dire un mot sur la galaxie des programmes européens, car le programme Europe Numérique n'est pas tout seul. Et donc, il cohabite avec d'autres programmes que vraiment la Commission présente comme complémentaires. Et je vous propose de revenir peut-être sur le slide précédent. Voilà, je suis un peu lente, mais je vais y arriver. Voilà, donc tout d'abord, il y a le programme Europe Numérique, mais nous avons aussi donc le volet numérique du mécanisme de l'interconnexion en Europe. Donc, c'est un programme que vous connaissez peut-être, qui est connu sous le nom de MIE ou CEF, qui était également, qui existait lors du dernier CFP. Et donc, c'est un programme qui a un budget de 2,1 milliards d'euros et qui constitue une réorientation de ce programme vers le financement des infrastructures à haut débit. Si vous avez connu CEF et MIE2 auparavant, donc il y avait quelques projets de services publics qui sont maintenant transférés au programme Europe Numérique, et vraiment MIE2 maintenant est vraiment, on va dire, un programme qui, on va dire, vise à financer les infrastructures à haut débit, donc câbles sous-marins, couloirs de 5G haut débit, etc. Et aussi, nous avons, si vous pouvez revenir au slide auparavant, le slide précédent. Encore, voilà, parfait. Donc, comme je disais, donc, il y a le programme Europe Numérique, il y a MIE2, il y a Horizon Europe. Je ne vais pas en dire plus parce que j'imagine que vous le connaissez tous très bien. En tout cas, la Commission insiste vraiment sur le caractère complémentaire de ces programmes qui répondent à un même enjeu, donc le développement technologique et numérique, mais ils ont des angles différents. D'un côté, le développement, la recherche et l'innovation avec Horizon Europe. D'un côté, le déploiement et l'adoption de technologies clés par l'industrie et la société. Donc ça, c'est le programme Europe Numérique et le déploiement d'infrastructures haut débit avec MIE2 numérique. Donc, après cette présentation, un peu cette introduction un peu longue peut-être sur cette galaxie de programmes, j'arrive enfin au programme Europe Numérique. Donc, le slide d'après. Parfait. Juste, j'entends un petit écho. Je ne sais pas si c'est possible de l'arrêter. Merci. Parfait. Comme je disais, donc le programme Europe Numérique est composé donc de 7,6 milliards d'euros et comporte 5 piliers. Donc, c'est vraiment un programme très large et assez varié. Donc, tout d'abord, on a un pilier calcul haute performance, donc HPC, donc notamment dans le cadre de l'initiative EuroHPC. Donc, l'idée ici est d'acquérir et faire fonctionner un supercalculateur, etc., etc. Ensuite, nous avons le pilier intelligence artificielle, données et cloud. Donc, l'idée ici, c'est de renforcer les capacités européennes en IA, améliorer l'accessibilité de ces technologies par les administrations et les entreprises et renforcer les infrastructures européennes de tests de l'IA. Ensuite, nous avons donc un troisième pilier, donc un pilier cybersécurité. Ici, l'idée est de soutenir l'acquisition et la diffusion de solutions cyber avancées et aussi de soutenir les États et les entreprises qui doivent se mettre en conformité avec la directive NIS. Ensuite, nous avons un quatrième pilier, donc le pilier compétences numériques avancées, où l'idée est de soutenir le développement de tout type de formation numérique avancée, notamment dans des domaines techniques comme HPC, IA ou la cybersécurité.
Et enfin, nous avons le dernier pilier que j'appelle le pilier fourre-tout, il faut pas. Mais en tout cas, c'est un pilier, donc déploiement, usage des capacités, interopérabilité. On retrouve pas mal de projets, on retrouve notamment les DIH, les Digital Innovation Hubs que vous connaissez sûrement. On retrouve tous les projets, on va dire, qui cherchent à soutenir la transformation numérique de l'industrie des PME. Donc, on retrouve la blockchain, les projets Destination Earth, où l'idée, c'est de virtualiser, de faire une image virtuelle de la planète Terre pour des raisons, on va dire, d'analyse climatique et environnementale. En tout cas, donc, vous voyez, donc, c'est un programme assez varié. Donc, prochain slide. Merci. Donc, j'ai piqué cette image d'une présentation de la commission. Donc, l'idée est juste de vous montrer que on va dire la plupart des budgets est consacré aux piliers qu'on appelle technologiques, donc vraiment HPC, IA données et cybersécurité. Prochain slide. Voilà, donc je vous ai juste fait un petit récap, on va dire, de la distribution budgétaire pour 2021-2022, car les programmes de travail donc, sont divisés en plusieurs années. Et donc là, nous entamons donc, le programme de travail 2021-2022. Et c'était juste pour vous dire qu'on voit que, voilà, le premier, en tout cas, ce premier programme de travail, la Commission a mis le paquet sur le pilier IA et données, notamment sur, on va dire, le lancement des espaces de données. Donc, je propose d'aller sur le prochain slide, si c'est possible. Parfait. Donc, juste un rapide mot sur les instruments de financement. Rassurez-vous, je vais pas aller dans le détail parce que je suis pas du tout une experte voilà, d'instruments de financement, mais c'était juste vraiment pour vous expliquer que les taux de financement ne sont pas identiques à Horizon Europe. Donc, d'un côté, donc, avec cet organigramme un peu complexe de la Commission, on voit donc les grants, les subventions, et de l'autre, donc le procurement, les procédures de marché public. Donc, comme vous voyez, donc pour tout ce qui est subvention, donc il y a un taux de financement de la part de la Commission de 50%. Donc, c'est pas pour comme pour Horizon Europe où j'ai compris que c'était beaucoup. Voilà, c'était, je sais plus si c'est 90%. En tout cas, c'est bien supérieur à 50%. Donc, en tout cas, pour le programme Europe numérique, vu que les objectifs et la nature du programme sont différents, la Commission finance 50% en ce qui concerne les subventions, donc les autres 50%. En tout cas, tout ça est spécifié dans les appels, donc il faut chercher du côté des entreprises ou de l'État. Et juste une petite subtilité, il y a une subvention, donc SME Support Action, où c'est 75%, donc 50% pour les entreprises normales et 75% pour les PME. Avec ce type d'action, la Commission essaye vraiment d'encourager donc voilà l'arrivée de PME sur les appels européens. Donc, je propose de ne pas dire beaucoup plus sur les instruments de financement. Et si on peut changer de slide, merci beaucoup. Voilà, donc nous arrivons enfin donc aux appels de la première vague. Donc comme j'expliquais, donc ça fait plusieurs mois et plusieurs années qu'on est dans le flou et donc le programme de travail, donc on est sur un programme de travail 2021-2022. Donc on était dans le suspense jusqu'au bout. Néanmoins, on est très content qu'en octobre-novembre, la Commission, après plusieurs mois de silence, est revenue vers nous et nous a proposé donc une nouvelle version du programme de travail et donc les appels à projets ont pu être lancés. Donc la première vague des appels a été lancée il y a 2 semaines, donc encore une fois on est vraiment dans l'actualité. Donc l'appel a été lancé donc le 17 novembre et nous nous retrouvons donc on va dire dans le cadre habituel des programmes européens. Donc, il y a 3 mois pour déposer les dossiers. Donc, il faut déposer les dossiers au 22 février 2022. Donc, ça, c'est pour la première vague des appels. Donc, il y aura 3 vagues. Une première qui va être lancée, donc, comme je l'ai dit, qui a été lancée le 17 novembre. Il y a un deuxième appel qui va être lancé au premier trimestre 2022 et un troisième au troisième trimestre 2022. Donc, on n'a pas encore les dates spécifiques. Et j'ai essayé donc de vous faire une rapide synthèse des appels de la première vague, mais vraiment je vous suggère d'aller
regardez donc les appels vous-même et aussi les programmes de travail. Donc ça, c'est dans le prochain slide. Mais je vous ai mis les liens pour à la fois les appels, mais aussi les programmes de travail. En tout cas, donc dans les appels de dans la première vague, on peut trouver pas mal de projets donc du pilier IA, cloud et données, notamment beaucoup d'appels en lien avec les espaces de données, notamment Green Deal, Smart Communities, mobilité, agriculture, santé, manufacturing, compétences, tourisme. Il y a aussi donc des appels en lien avec l'infrastructure de communication quantique, aussi avec les compétences numériques avancées, les Digital Innovation Hubs et aussi le déploiement et l'usage de capacités et interopérabilité. Donc, c'est le 5e pilier. On trouve pas mal de projets assez variés. Donc, normalement, il y a aussi donc, le projet passeport de produits numériques qui a été lancé, etc., etc. Mais vraiment, je vous conseille d'aller regarder les appels vous-même. Et sinon, donc juste une petite précision, les appels cybersécurité en fait seront publiés lors de la 2e vague. Donc les appels communication, donc QCI, donc communication quantique, seront lancés. Donc il y a une partie qui va être lancée à la première vague, mais les appels cybersécurité hors QCI, il faudra attendre la 2e vague. Donc, je pense que c'est à peu près tout ce que je peux dire sur les appels. Donc, comme je l'ai dit, si vous pouvez changer de slide. Donc là, je vous ai mis donc, le lien qui va vers les programmes de travail et aussi vers les appels. Donc, j'espère que j'ai été claire. N'hésitez pas à me poser des questions. Donc, comme j'ai expliqué, moi, j'ai une bonne vision globale. Je ne pourrais pas forcément répondre à toutes vos questions précises, mais n'hésitez pas à me les poser. Au pire, je les note et je reviens vers vous. Laetitia, pour cette présentation. Donc, je vous confirme, à Horizon Europe, les taux de financement sont plus avantageux. C'est selon le type des appels, c'est minimum 70% pour tout type d'acteurs et ça peut aller jusqu'à 100% des coûts éligibles. Donc là, je retiens, c'est Digital Europe financé à hauteur de 75% des coûts éligibles pour les PME et startups, c'est ça? Et pour les autres acteurs type centre de recherche? Ça dépend vraiment des projets. Donc, tout ça est bien noté à chaque fois dans les documents d'appel. Pour certains projets, ils vont mettre SME Support Action. Et là, il y aura 75% de financement pour les PME de la part de la Commission et 50% pour les autres acteurs. Mais vraiment, ce n'est pas systématiquement pour tous les appels pour les PME. C'est certains appels, ils proposent de mobiliser cet instrument. Je ne sais pas si c'est clair. Si, très clair. Merci pour cette précision. Quand vous dites les autres acteurs, qui sont-ils? Est-ce que vous pouvez me les nommer? Ça dépend vraiment du projet. D'accord. J'avais aussi une autre question de la part de Jean-Rémy. Bonjour, où peut-on accéder à cette liste d'appels à projets? Donc, il y a soit je réponds, soit vous, Laetitia, comme vous voulez. Je vous laisse faire. Alors, sur les slides qu'a mis Laetitia et puis après sur mes slides, vous allez sur le site Funding and Tenders de la Commission européenne et là, vous avez plusieurs filtres. Vous devez mettre 2021-2027 Digital Europe et là, vous avez l'ensemble de la liste des appels à projets Digital Europe qui sont ouverts en ce moment. Une autre question de Jacques, 50% pour les laboratoires de recherche académique. Donc, on a répondu, c'est 50% de financement pour les acteurs académiques ou centres de recherche. Ils peuvent recevoir Vraiment, ça dépend du projet, en fait, parce que ça dépend du type de financement. Donc, c'est 50% pour les grants, c'est subventions. Par contre, si c'est du procurement, donc de l'achat, c'est 100%. Et encore une fois, tout ça est bien spécifié dans les documents d'appel. Donc, le conseil, je dirais, c'est bien lire les appels à projets pour prendre connaissance du taux de financement pour chaque acteur qui s'impliquerait dans le consortium. Une question de Eric. Comment sont différenciés les projets Horizon Europe par rapport à Digital Europe?
C'est une bonne question. Je ne sais pas comment je pourrais répondre. Comment sont différenciés je ne vois pas tout à fait comment y répondre, comment ils sont différenciés. Ah d'accord, d'un côté vraiment Horizon Europe, c'est la recherche et donc RDI, recherche, développement, innovation, et de l'autre côté le programme Europe numérique. L'idée c'est vraiment donc le déploiement de ces technologies dans l'industrie, dans la société. Donc c'est censé être deux côtés d'une même pièce. Si c'est bien ça la question. Oui, je pense que ça répond bien à la question. Je vous remercie, Laetitia. Je ne sais pas si vous avez un dernier message à faire passer à l'écosystème de Cap Digital. Un dernier mot, n'hésitez surtout pas à regarder les appels à candidater. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi, on avait organisé une journée d'information il y a quelques semaines. Il y a Thibaut Kleiner de la Commission qui a dit que en fait, les entreprises françaises, quand elles candidatent au programme européen, ont plutôt bon taux de réussite, mais elles n'osent pas assez, elles ne candidatent pas assez. Donc, n'hésitez pas à candidater et surtout, n'hésitez pas à nous envoyer des messages si vous avez des questions. Merci. Alors, je vois qu'il y a une dernière question. On va la prendre de Véronique. Y a-t-il des subventions dans le domaine de la santé dans Digital Europe? Tout à fait. Et il y a bien des projets dédiés à la santé. Il y a notamment un espace de santé génomique. Il y a bien quelques petits projets dédiés à la santé. Donc, je vous conseille vraiment de jeter un coup d'œil au programme de travail et aux appels à projets. Merci Laetitia, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à rester connecté aussi via Livestorm s'il y a d'autres questions. Et puis, je vous dis à bientôt. Et bien sûr, tout le monde Pardon. Tout le monde recevra donc les slides de Laetitia après l'événement. Donc, on va continuer avec la partie Europe. Je vais être un peu brève aujourd'hui parce qu'on a une dernière intervention vers 11h. Donc, Horizon Europe. Donc, c'est comme l'a dit Laetitia, c'est le grand programme R&D de la Commission européenne. C'est le successeur d'Horizon 2020 et c'est un programme pluriannuel qui a donc été lancé cette année en 2021 et se clôturera en 2027. Il est articulé, comme vous voyez, autour de 3 grands piliers. Et nous, on va surtout se concentrer sur le pilier 2, donc les projets collaboratifs européens, et sur le pilier 3, Europe plus innovante, et en particulier le Conseil européen de l'innovation et l'Institut européen d'innovation et de la technologie. Donc, le pilier 2, pour information, ça représente un peu plus de la moitié du budget, un peu plus de 50% du budget d'Horizon Europe. Je vais commencer par vous présenter un financement en cascade, qui est un instrument agile qui est plutôt destiné aux innovateurs, aux PME et start-up européennes. L'idée ici, c'est que ces financements sont issus eux-mêmes d'Horizon, alors 2020, mais bientôt il y en aura aussi dans Horizon Europe. Ce sont des consortia qui, eux, vont répondre à un appel à projet et vont lancer eux-mêmes des appels à projet à destination des innovateurs européens. Les taux de financement peuvent aller jusqu'à 100% des coûts éligibles. Ça peut être aussi forfaitaire. Donc, c'est des montants qui vont de 5 000 à 200 K. Ce sont donc des subventions européennes provenant d'Horizon 2020 et bientôt Horizon Europe, donc non comptabilisées dans les règles de minimis. Les candidatures, selon les appels à projets, peuvent être individuelles ou encore en consortium. Les dossiers sont légers. Ça va de 5 à 15 pages et c'est bien sûr la langue de travail et l'anglais. Les projets sont courts et peuvent aller de 6 à 18 mois. Et bien sûr, vous avez un accès facilité parce que vous pouvez échanger avec des partenaires locaux ou nationaux qui pourront vous guider sur ces appels à projets.
les exemples de services qui sont proposés, donc vous pouvez avoir de l'accompagnement à la levée de fonds, de l'open innovation, accès à de nouveaux marchés, de transfert de techno, prototypage ou bien des tests en situation réelle. Il en existe dans différents domaines. Je vous ai mis ici la liste des différents financements en cascade et je vais vous présenter aussi une liste non exhaustive de financements en cascade. Donc, vous avez le First DIH for AI Open Call qui est en ce moment ouvert. Vous pouvez recevoir jusqu'à 100 000 € par consortium. 10 expérimentations seront financées. Je vous ai mis aussi les exemples de technologies qui sont attendues dans cet appel à projet, les secteurs d'application. Et vous avez jusqu'au 30 décembre pour y répondre. Il y aura un deuxième Open Call qui, normalement, devrait s'ouvrir en septembre 2022. Un autre exemple ici de financement en cascade, c'est l'Open Call Seed du projet MetaBuilding. Ici, il vise à soutenir l'innovation dans le secteur de la construction. Donc là, on s'adresse à des PME startups qui souhaitent tester la faisabilité d'un projet. Les 4 secteurs qui sont impliqués, vous les trouvez ici, l'industrie numérique, les solutions basées sur la nature, l'économie circulaire, la fabrication additive. Vous pouvez recevoir donc jusqu'à 5 000 € par projet et dans ces 5 000 €, cela comprend donc un Innovation Voucher, l'assistance juridique et la recherche de brevets, l'analyse d'assistance technique ou l'élaboration d'études de marché de business model. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, vous avez jusqu'au 26 janvier pour répondre et n'hésitez pas aussi à me contacter pour que je vous mette en lien avec l'un des partenaires français de MetaBuilding. Vous avez un projet qui s'appelle Énergie, c'est le premier Open Call. Ici, ça vise à développer des blocs de construction et des applications pour de nouveaux algorithmes ou services d'IA et des expériences à petite échelle. Donc ici, on veut financer des PME, des startups qui vont développer donc un nouveau produit, nouvel algorithme ou un service dans les 6 domaines d'expérimentation qui sont ici listés. Elles peuvent recevoir jusqu'à 50 000 € et elles participeront à un programme de mentoring de 6 mois. Et vous avez aussi jusqu'au 26 janvier 2022 pour y répondre. Un nouvel appel, c'est le deuxième appel à projet EU Hubs for Data. Ça s'adresse donc aux PME startups, mais aussi aux équipes d'entrepreneurs du web. Pour cet appel, le consortium recherche donc à financer des expérimentations que je vous ai mises ici. Il y aura donc 14 projets qui vont être financés à hauteur de 60 000 €. Et vous avez jusqu'au 1er février pour y répondre. Et nous avons au prochain R&D Corner en janvier, nous inviterons aussi une entreprise qui a été lauréate du premier Open Call. Donc n'hésitez pas à vous inscrire au prochain R&D Corner en janvier. Next Generation Internet, je pense que ceux qui m'écoutent doivent quand même maintenant connaître cette initiative. Je la présente à chaque fois car Cap Digital est point de contact national de cette initiative en France. Il s'agit donc d'une initiative lancée par la Commission européenne en 2016. Elle vise à créer une communauté d'acteurs autour de l'Internet pour financer des innovations technologiques dans les différents domaines adressés ici. Et il existe donc différents open calls qui sont ouverts en ce moment et je vous laisserai donc regarder. Les deadlines sont 15 janvier, 1er février où certains appels à projets évaluent les candidatures toutes les 2 semaines. Donc n'hésitez pas à aller regarder sur cette initiative si le web vous intéresse. IoT Engine, voilà, donc un nouvel appel à projet qui vient de s'ouvrir, qui s'adresse pour les PME et startups, deadline 30 décembre et vous pouvez donc obtenir jusqu'à 150 000 € par projet. Je continue avec Horizon Europe
pilier 2. Donc là, il s'agit donc des projets collaboratifs européens. Il existe 6 grandes thématiques qu'on appelle clusters. Je vous les ai listées ici: santé, culture, sécurité, numérique, climat, alimentation, bioéconomie. À qui s'adresse ce type d'appel à projet? À tout type d'acteurs. Donc c'est aussi bien aux centres de recherche, aux académiques, aux associations, aux collectivités. Pour être éligible, il faut être minimum 3 partenaires de 3 pays différents. Et il faut être bien sûr faire partie d'un pays de l'Union européenne ou d'un pays qui est associé au programme Horizon Europe. Je vous ai mis aussi les différents types d'appels ou types d'actions. Donc, en fonction, vous avez le RIA, IA ou CSA, et en fonction de votre statut, vous avez un taux de financement qui peut différer. Bien sûr, un Cap Digital peut vous accompagner aussi autour de ces appels à projets. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous recherchez un partenaire ou si vous souhaitez qu'on vous identifie un appel à projet. EIT Food, c'est le pilier 3, si vous vous rappelez du premier tableau au début. Ici, donc, les EIT, on les appelle les instituts européens d'innovation et de technologie. On va dire que c'est des sortes de clusters européens thématisés. Là, vous avez EIT Food qui ouvre son appel à projet collaboratif. La deadline est le 14 janvier prochain. Il s'adresse à tout type d'acteurs qui souhaitent proposer donc des solutions technologiques innovantes, proches du marché et commercial viable, en lien avec le secteur, bien sûr, agroalimentaire. Il y a une série de webinaires qui a été aussi ouverte par l'EIT, donc n'hésitez pas si l'appel à projet vous intéresse, à tout de suite cliquer sur les liens quand vous recevrez les slides. European Innovation Council et plus particulièrement l'accélérateur, c'est l'ancêtre, vous devez sûrement le connaître, certains d'entre vous, c'est l'instrument PME phase 2 qui existait et maintenant il existe la forme définitive qui est l'EIC accélérateur. Donc là, il vise vraiment à soutenir des innovations à fort impact ayant le potentiel de créer de nouveaux marchés ou de perturber les marchés existants. La Commission européenne a voulu donc a changé le processus de sélection, comme vous pouvez le voir. Il existe, on va dire, 4 grandes étapes. Une au fil de l'eau, c'est vous déposez votre pitch deck, votre vidéo, et on évalue sous 4 semaines votre projet. Donc ça, c'est un dépôt au fil de l'eau. Et en fonction des résultats, des go, no-go que vous recevez par les évaluateurs européens, on vous invite à l'étape 2. Pareil, là, on évalue. Là, vous devez déposer votre dossier à une date précise. Je vous ai mis les dates pour 2022, mais pour l'instant, elles sont provisoires. Et donc, si vous réussissez cette deuxième étape, on vous invite à l'étape 3. Et si vous avez choisi un financement type prise de capital, là, il y aura une vérification de votre entreprise, une due diligence qui se mettra en place. Donc, n'hésitez pas aussi, si vous voulez en savoir plus pour les adhérents de Cap Digital, je vous invite à me contacter. Les aides, bien sûr, quand on monte des projets européens, surtout collaboratifs, on a besoin d'aide pour nous aider à coordonner des fois les candidatures. Donc, il existe différents types d'aides en fonction de votre profil ou de votre situation géographique. Vous avez le FRAP, c'est le Fonds régional d'aide aux porteurs de projets européens dans les Hauts-de-France. Ici, la région Hauts-de-France vous finance à 100% des jours de consulting définis si vous êtes un coordinateur ou un leader de Work Package. Vous avez l'ANR qui s'adresse donc là au centre de recherche. Donc, c'est pour les montages de réseaux scientifiques européens ou internationaux. Et vous avez bien sûr un BPI France qui peut vous accompagner à travers le Diagnostic Europe ou le Diagnostic Partenariat Technologique International. Et là, c'est une aide à hauteur de 50% pour les prestations de conseil.
pour terminer, voilà, l'offre d'accompagnement Europe existe. Donc, si vous êtes ou vous avez déjà été membre de Cap Digital, vous avez bénéficié d'un accompagnement type Diagnostic Europe. Nous aurions besoin que vous répondiez à un questionnaire très rapide. Ça prendra 10 minutes pour faire évoluer l'offre d'accompagnement Europe et être au plus près de vos besoins. Je crois que mon collègue va mettre un pop-up. Vous pourrez cliquer dessus pour y répondre et en même temps écouter ma collègue Jennifer qui va vous présenter donc les financements nationaux. Là, c'est bon? Ouais, parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup, Julia. Alors, il n'y a pas de questions, donc je ne t'en pose pas. Hein. Voilà. Et on va passer, je vais juste récupérer le petit truc. Voilà, la manette, merci. Et je vais passer rapidement sur les appels à projets nationaux et notamment dans le cadre des stratégies d'accélération du PIA 4. Juste avant de recevoir Ami Selmani qui viendra nous présenter le InnovUp et le InnovUp Leader PIA pour la région Île-de-France. Donc sur ces appels nationaux, juste un petit rappel sur la stratégie d'intervention du PIA 4 que l'on vous présente à chaque fois, mais donc je vais passer vite fait dessus. Donc juste pour vous rappeler qu'il y a deux logiques d'intervention, hein, l'innovation dirigée et l'innovation structurelle. Et donc là, je vais commencer par vous présenter les appels à projets de l'innovation dirigée et notamment les principaux appels à projets qui découlent des stratégies d'accélération de ce nouveau PIA 4. Donc là, un petit rappel des stratégies d'accélération, mais on va faire tout de suite un focus sur la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle. Donc, on vous en a parlé succinctement lors du dernier R&D Corner, puisque elle était sortie la veille de ce R&D Corner. Donc, on a bien pour objectif la deuxième phase de cette stratégie d'accélération sur l'IA. Le but étant de démultiplier les talents formés en IA et d'accélérer le potentiel R&D en succès économique, donc avec plus de 2 milliards d'euros pour faire de la France un champion de l'IA. Et donc, avec les principales mesures qui sont rappelées ici, envisagées à horizon 2025. Là, ici, on va vous faire une petite présentation donc, de l'appel à projet qui est sorti depuis le dernier R&D Corner sur cette stratégie d'accélération IA qui s'appelle maturation technologique et démonstration de solutions d'intelligence artificielle embarquées. Donc, comme vous le voyez, cet appel à projet a deux volets. Il vise à soutenir les innovations matérielles et logicielles liées aux applications d'IA embarquées depuis leur conception jusqu'à leur expérimentation et en situation réelle. Donc voilà, deux volets, démonstration et un volet, donc ça c'est le volet A, et le volet B, maturation. Donc, comme vous voyez, il y a des différences, ces deux volets sont opérés différemment. Le premier volet, le volet A, est un volet collaboratif avec un TRL cible de 6 à 8 qui est vraiment pour la démonstration, et le volet B qui est plus sur de la maturation, qui peut être monopartenaire ou collaboratif et qui cible plutôt un TRL au-dessus de 5. Donc, si vous êtes intéressé par cet appel à projet, vous pouvez postuler jusqu'au 5 octobre 2022 et vous avez plusieurs relèves. Une première relève le 26 janvier et une deuxième relève le 1er juin. Donc, de la même manière, hein, nous accompagnons évidemment cet appel à projet qui est ouvert à tout type d'entreprise avec des taux d'intervention qui peuvent varier en fonction de la taille de votre entreprise. Donc, nous recevons les manifestations d'intérêt, évidemment, dès aujourd'hui. Pour une expertise et une labellisation de votre projet, eh bien, le mieux, c'est de nous soumettre votre projet avant les vacances pour la première relève.
Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter, même si ce n'est pas sur la première relève, vous pouvez dès à présent nous contacter si vous voulez postuler sur une autre relève. Toujours cet appel à projet, donc on change de stratégie, on passe à la stratégie d'accélération 5G avec la prolongation de l'appel à projet Télécom 5G, solution souveraine pour les réseaux de télécommunications qui est ouvert jusqu'au 8 juin 2022 avec une relève intermédiaire, donc le 17 décembre. C'est demain, donc voilà. Mais pour la relève du 9 mars, pareil, n'hésitez pas à nous contacter pour expertise de votre projet. Donc c'est bien un soutien au développement de solutions souveraines sur les réseaux télécoms. On passe pareil à une autre stratégie d'accélération, la stratégie d'accélération, digitalisation et décarbonation des mobilités avec l'appel à projet logistique 4.0. Donc cet appel à projet vous sera présenté en détail lors d'un webinaire dédié qu'on vous mettra dans le mailing et le lien vous apparaîtra également dans le mailing de remerciement suite à ce webinaire pour que vous puissiez vous inscrire directement pour une présentation de cet appel à projet. Et si vous voulez manifester votre intérêt, dès à présent, vous pouvez également nous contacter, sachant que cet appel est ouvert jusqu'au 15 mai. La stratégie d'accélération, pareil, système agricole durable et équipement agricole contribuant à la transition écologique avec innover pour la transition agroécologique. Donc, de la même manière, cet appel à projet est ouvert jusqu'au 16 juin 2022 pour une demande de labellisation. C'est la deadline 3 semaines avant que vous devez nous contacter pour déposer votre projet. Et si vous avez un projet en cours, n'hésitez pas à nous contacter dès à présent. Si vous cherchez des partenaires et que vous souhaitez qu'on vous aide sur cet appel, n'hésitez pas à nous contacter. De même, pour l'appel à projet besoins alimentaires de demain, pareil, hein, vous pouvez postuler jusqu'au 8 juin 2022. C'est un appel à projet qui peut être individuel ou collaboratif, ouvert à tous. Vous avez les principaux enjeux de cet appel à projet qui vous sont décrits sur les slides. Et de la même manière, n'hésitez pas à nous manifester votre intérêt et à revenir vers nous si vous êtes intéressé. Vous aurez de toute façon toutes les slides dans le document qui vous sera envoyé avec le replay. Donc je passe rapidement sur ces enjeux et pour vous présenter juste le concours d'innovation e-Lab qui vient de sortir. Donc c'est bien pour faire du transfert technologique à partir d'une innovation deep tech issue des laboratoires de recherche. Donc il est ouvert jusqu'au 1er février. Nous recevons dès à présent les manifestations d'intérêt avec un gros focus évidemment sur la transition écologique pour cet appel à projet e-Lab. Donc n'hésitez pas à nous contacter dès aujourd'hui pour ce concours d'innovation. e-Lab, ce volet. Il y a aussi le volet e-PhD, mais moins concerné par les membres de Cap Digital. Mais pareil, si vous souhaitez être accompagné ou souhaitez des informations, n'hésitez pas à nous contacter. Donc voilà, je vais passer assez vite sur les appels à projets qu'on vous présente à chaque R&D Corner pour laisser la place aux appels à projets régionaux de la région Île-de-France. On a été rejoint par Hamid Selmani, responsable du dispositif dans le département développement économique et innovation de la région Île-de-France. Merci beaucoup, Hamid, de nous avoir rejoint, d'avoir couru pour nous rejoindre. Et donc, je vais te laisser directement la parole pour que tu puisses nous présenter le nouveau volet de l'appel InnovUp Leader PIA de la région Île-de-France et également ensuite l'appel générique InnovUp. Donc, je te laisse la parole. Bonjour. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend. Merci beaucoup de nous avoir rejoints, Hamid. Il faut que tu appuies. C'est bon? Tiens, hop.
Plus de batterie. Merci. Alors effectivement, donc je suis Hamid Selmani, responsable notamment et pilote de l'appel à projet Leader PIA, qui est un appel à projet qui est en collaboration avec l'État, donc dans le cadre du programme d'investissement d'avenir, et également en partenariat avec BPI France. Donc c'est un appel à projet qui est excessivement doté en termes de fonds. Alors pour le coup, moi j'adresserai uniquement les sujets en lien avec InnovUp et non les autres dispositifs. Et je vous inciterai pour le coup d'aller sur notre site internet pour voir effectivement tout ce qui est en lien avec Sésame et filières, qui sont des projets collaboratifs principalement et sur des grands lieux d'innovation qui peuvent faire intervenir à la fois des entreprises et des institutionnels ou des associations. Pardon. Donc là, pour le coup, InnovUp Leader PIA est un dispositif qui fait intervenir quasiment 82 millions d'euros au total sur l'ensemble du programme d'investissement d'avenir, qui va être réparti sur plusieurs années. Cette année, nous avons une dotation qui est assez importante et qui nous permet de lancer un premier appel à projet dès maintenant, au 1er décembre, qui va se clôturer début mars. L'idée principale, c'est véritablement d'adresser des sujets techno assez importants, tant sur la nature du projet que sur, on va dire, la valeur ajoutée que ça peut avoir au niveau de la région Île-de-France et de ses partenaires. Donc, ce qui va être essentiel sur ces sujets-là, c'est véritablement le degré de rupture technologique qu'on peut avoir par rapport à l'état de l'art. Ce qu'on regarde aussi dans un second point, c'est le potentiel commercial et notamment là pour le coup d'avoir à la fois une résonance au niveau de la région mais aussi nationale et également à l'international. Ce qu'on regarde ensuite, c'est aussi avoir de véritables retombées économiques en termes de valeur et aussi en termes de création d'emplois, car c'est l'intérêt aussi d'avoir un accompagnement public sur ces sujets. Voilà. Donc, de manière générale, ce sont véritablement les 3 gros points qui sont adressés sur ce type d'appel à projet, tout en sachant pertinemment qu'il y a une très forte sélectivité parce que vous êtes nombreux à déposer vos demandes sur cette typologie d'appel à projet. L'idée, c'est que cet appel à projet est véritablement brandé Quali pour ensuite avoir véritablement un focus, notamment via le cadre du PRBC ou via de la communication, que ça soit faite au niveau de l'État, au niveau de la région également et BPI France, et de pouvoir vous pousser sur le devant de la scène par rapport à vos technologies. Comment on valide entre guillemets la réception de vos dossiers et le process de décision? Alors, merci Jennifer. Typiquement, ce qu'on regarde, c'est que les entreprises soient tout d'abord, au-delà du projet technologique, en capacité de pouvoir porter le projet. Il est vrai qu'on a une capacité d'accompagnement qui peut être de 75 000 € jusqu'à 500 000 €, qui se répartit à la fois sur de la subvention et de l'avance remboursable. Mais ce qu'on regarde au-delà des aspects techno, c'est véritablement bien comprendre si l'entreprise est en capacité de financer son projet. Ne pas être en capacité en termes de fonds propres et de déposer un dossier peut être compliqué, sauf si on est vraiment sur des très gros sujets prioritaires et que véritablement il y a la possibilité de faire un effort en termes d'accompagnement au niveau des partenaires. Mais par rapport à la volumétrie des dossiers qui sont adressés, c'est vrai que les sujets techno sont importants et c'est ce qui est primordial dans l'analyse des dossiers. Mais si l'entreprise n'est pas en capacité de pouvoir porter le projet, ça peut poser quelques soucis. Donc, c'est vraiment les deux gros points essentiels sur cet appel à projet. Ensuite, on adresse pour ce premier appel à projet-là qui n'est pas thématisé, on a décidé que cela resterait de manière générale assez ouvert à l'ensemble des secteurs d'activité et des différentes technologies. Donc, je vous incite à regarder le cahier des charges. Vous allez voir qu'il y a quand même c'est assez large en termes de thématiques ouvertes,
tout en précisant qu'il y a effectivement des thématiques qui sont assez prioritaires pour la région, que ce soit sur les sujets de santé, que ce soit sur les sujets de cybersécurité, voilà. Il y a quand même quelques focus prioritaires. Ça ne veut pas dire que les autres dossiers ne sont pas regardés de façon également prioritaire. C'est juste que sur ces sujets-là, étant donné la notion d'accompagnement public et surtout de se dire qu'en gros, il va véritablement avoir un effet de levier sur cette typologie d'activité, on a un focus particulier. Quelle typologie d'entreprise ça adresse? Pardon, excusez-moi. Globalement, des PME. Ça peut être aussi des ETI, sachant que dans le cadre des ETI, on aura tendance aussi à identifier des secteurs cibles sur lesquels les ETI ont une capacité d'investissement et de développement qui est quand même plus importante que sur les PME de manière générale. Donc, pour pouvoir soumettre un dossier, voilà, il faut être en capacité financière, avoir une technologie assez intéressante sur les différents secteurs d'activité et être en capacité de pouvoir démontrer que vous pouvez mener à bien le projet. Ce projet est déposé sur notre plateforme, donc est déposé sur la plateforme BPI France, excusez-moi, je me remets les pinceaux avec les différents dispositifs, donc est déposé sur la plateforme de BPI France, pardon. À partir du moment où c'est pris en charge par BPI France, il y a une première analyse qui est faite, tout en sachant que l'analyse est commune à BPI France et la région Île-de-France, et l'État également. Et à partir du moment où on se positionne de façon favorable, tous les trois sur une entreprise, pardon, le dossier peut être effectivement accompagné. Merci. On regarde tous les secteurs d'activité, donc que ce soit l'innovation de services, l'innovation de produits, de procédés. On regarde même effectivement les innovations d'usage, si on est sur des sujets qui sont très importants pour la région et pour les usagers. Globalement, ce qu'il faut retenir, et puis je vais faire une analogie avec le dispositif InnovUp, c'est typiquement le même état des dépenses. Ce sont des dépenses de R&D, du coût horaire homme, intégré à l'entreprise, de la sous-traitance si vous n'êtes pas en capacité de procéder à ces études, ces recherches, ces développements en interne. Voilà, globalement, c'est quand même la même typologie d'aide que vous pouvez avoir sur le dispositif d'aide d'InnovUp si vous avez l'habitude et que vous connaissez ce dispositif-là. La seule chose, c'est qu'effectivement, en termes de qualité de dépôt de dossier, on essaie d'avoir un focus quand même beaucoup plus important, beaucoup plus quali, pour quand même pousser les entreprises qui ont un potentiel de croissance et un potentiel de développement beaucoup plus accru que sur InnovUp. Alors, une autre question de Florentin. Le programme InnovUp Leader PIA est-il accessible aux porteurs de projets résidant hors de la région Île-de-France dans son format générique? Sinon, les conditions sont-elles effectives? Donc, je repose la question. Donc, InnovUp Leader PIA est-il accessible aux porteurs de projets résidant hors région Île-de-France? Et si ce n'est pas le cas, les conditions sont-elles effectives si le projet... Régionaux, il y a un préalable et un impératif, c'est que l'entité personne morale qui porte le projet soit installée en Île-de-France. Alors, je précise juste une chose, c'est que par rapport à d'autres dispositifs de développement économique,
La spécificité du dispositif InnovUp est qu'à partir du moment où la R&D est faite en Île-de-France, le projet peut être accompagné. Donc, concrètement, ce que ça veut dire qu'une entreprise dont l'entité personne morale n'est pas en Île-de-France, mais qui a un établissement secondaire, donc avec un SIRET, et qui est bien présent en région Île-de-France et qui porte le projet de développement R&D, et qu'il faut le justifier, pour le coup, on a la capacité d'accompagner le projet. Pourquoi? Tout simplement dans l'objectif d'attractivité d'entreprises qui ne seraient pas franciliennes et qui auraient pour vocation de s'installer en Île-de-France. Voilà quelle est la spécificité sur le développement. Et pour répondre à la question de façon encore plus précise, si vous n'avez aucune attache avec la région Île-de-France, ça veut dire aucun numéro d'immatriculation sur l'Île-de-France, malheureusement, vous ne serez pas éligible. Il se pose aussi la question souvent pour les sous-traitants ou du projet. Est-ce que ceux-ci doivent être en Île-de-France? Est-ce que également des sous-traitants étrangers peuvent être éligibles? En fait, c'est écrit noir sur blanc sur le cahier des charges, c'est toute dépense R&D doit être faite en Île-de-France. Donc sous-traitance, forcément en interne, mais sous-traitance également. Après, effectivement, si on est sur des technologies très poussées où il n'y a pas de, comment dirais-je, de spécialisation où vous n'avez pas la capacité de faire intervenir sur l'Île-de-France ces développements qui sont très pointus, là, effectivement, ça sera détaillé dans le projet et puis on pourra regarder en détail le dossier. Mais très sincèrement, jusqu'à aujourd'hui, on a toujours été en capacité de démontrer qu'il y avait la technologie en Île-de-France, les capacités de pouvoir développer des choses en Île-de-France avec des personnes ayant la compétence. Après, effectivement, si c'est des développements qui font appel à, je ne sais pas, la nécessité d'avoir recours à une proximité sur les côtes parce que vous développez une technologie très pointue dans le cadre de l'océanologie voilà, là je schématise très vulgairement, mais oui, on n'a pas la mer en Île-de-France, donc forcément, s'il y a des secteurs ou des centres de recherche avec des personnes que vous pouvez intégrer en sous-traitance sur ces dispositifs, sur ces développements-là, à voir. Maintenant, la règle, c'est en Île-de-France. Merci. Une autre question, le programme InnovUp est-il accessible à des ETI filiales de groupe? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans les cadres de l'accompagnement public, forcément, nous, on a le devoir, en fait, de contrôler réglementairement parlant l'éligibilité d'une entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si effectivement vous êtes une ETI qui est détenue à un certain pourcentage via un groupe, forcément, nous, dans le calcul de la taille de votre entreprise, nous sommes dans l'obligation d'incorporer cette entité-là. Et si dans le calcul et le pourcentage d'affectation, ça vous fait basculer en groupe, forcément, dans ce cadre-là, l'entreprise intégrée ne pourrait être accompagnée. Merci. Une question aussi qui revient souvent. Est-il possible de cumuler les aides InnovUp Leader PIA avec d'autres aides de type financement BPI comme IDEMO ou d'autres aides, ou un InnovUp en même temps qu'un InnovUp Leader PIA? Alors, je vais faire une réponse un peu de normand, mais globalement, ce qu'on regarde, c'est déjà que ce ne soit pas le même projet, parce qu'il n'est pas admis d'avoir plusieurs dispositifs d'aide publique, et même avec du CIR par exemple, qu'on aille financer le même projet. Qu'il y ait un phasage sur un projet, pourquoi pas, mais qu'on aille financer la même chose via différents dispositifs d'innovation publique, notamment, là non. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, on peut être dans le cadre d'un développement d'une innovation, mais aussi être dans le cadre d'un développement d'entreprise, tout simplement. Pour le coup, ça peut faire sens d'avoir sollicité différents dispositifs de développement économique qui ne viennent pas en confrontation avec un dispositif d'innovation.
Donc, voilà, c'est pas interdit de postuler notamment à un Innova Leader PIA et peut-être à un autre dispositif d'aide de développement économique comme on peut l'avoir, par exemple, typiquement PMUP à la région Île-de-France, ou de solliciter du prêt via BPI France pour financer peut-être autre chose ou alors venir en complément de ce dispositif-là. Mais il est évident qu'on ne pourra pas venir financer un InnovUp Leader PIA plus un InnovUp classique pour financer le même projet. Ça, c'est évident. Peut-être rappeler les fonds propres. Qu'est-ce qu'on entend par fonds propres? Alors, qu'est-ce qu'on entend par fonds propres? Tout simplement, dans votre structure de haut de bilan, vous avez mis de l'argent en capital social, vous avez des fonds de courant d'associés, vous avez des quasi-fonds propres. On regarde effectivement tout cela pour voir si effectivement vous êtes en capacité de porter un projet global. Évidemment, si vous avez 15 000 € de capital social et que vous vous positionnez sur un projet à 1 million d'euros, c'est évident que ça va être compliqué et difficile à financer. D'autant que BPI France, qui est aussi notre partenaire, est très vigilant, notamment sur ces ratios qui sont très importants et c'est quand même une obligation de leur part de pouvoir bien justifier que vous soyez en capacité de le financer. Après, tout est relatif, c'est compliqué de vous dire quelle est la nature de fonds propres sérieux pour porter un projet. La seule chose que je puisse vous dire, c'est qu'effectivement, si vous avez un projet qui est quand même, on parle en centaines de milliers d'euros, il faut quand même que vous ayez une capacité financière sérieuse pour pouvoir vous positionner sur ce projet. Merci. Et moi, j'avais une dernière question sur un petit peu le timing. Donc, si je comprends bien, il y a plusieurs relèves. On peut postuler au fil de l'eau, mais par contre, les dossiers sont relevés à échéance fixe. Et ensuite, quel est le temps d'instruction du dossier? Quand est-ce qu'on a la réponse de savoir si on est lauréat ou non de l'appel à projet InnovUp Leader PIA? Alors, vous avez la primauté de l'intervention de la région, donc exactement, c'est pour ça. On est en train de peaufiner tout ce qui est calendrier. Ce que je peux vous dire, c'est que globalement, mars, il y aura forcément donc la première relève. À partir du moment où cette première relève est effectuée, il va y avoir quand même un délai d'instruction qui va être pris en compte via BPI France. Une fois que BPI France aura fait son premier filtre, nous aussi nous interviendrons pour ensuite relancer dans une seconde phase, une phase d'instruction un peu plus approfondie. Alors, c'est difficile pour moi de vous dire aujourd'hui sur la première relève à quelle période les entreprises seront lauréats. Ce que je peux juste vous dire, c'est que en termes de contraintes, étant donné qu'il y a 3 relèves, on ne va pas mettre 6 mois à répondre à partir du moment où la date de mars sera effectivement terminée. Donc moi, à mon sens, je pense que une fois que mars sera passé, on va dire mai, vous devriez avoir le retour sur les lauréats retenus et ensuite sur les événements qui seront annoncés par la région pour pouvoir vous pousser sur le devant de la scène. Merci. Également sur un peu le volume de dossiers que vous attendez et puis le taux de réussite. Alors, là aussi, ça dépend des relèves, mais globalement, c'est vrai que sur les relèves, on peut être entre 120, 130, 150 dossiers. Ensuite, l'idée, c'est effectivement d'essayer de retenir entre 25 et 30 lauréats, sachant que il faut qu'on se mette d'accord entre partenaires, il faut qu'on se mette d'accord sur le budget qui est affecté aussi et par rapport aussi au projet que l'on a. Donc après, tout dépend de la qualité des projets qu'on peut avoir, mais globalement c'est ça, sur 150 dossiers. En tout cas, c'était le cas sur InnovUp Leader PIA 3, c'est entre 25 et 30 dossiers retenus. Merci. Et une dernière question, puisque tu es ici chez Cap Digital. L'incitativité du label d'épaule, est-ce que tu peux nous en parler? Alors, c'est vrai que l'intérêt d'être accompagné par des pôles de compétitivité et d'avoir quand même une labellisation qui apporte au-delà des synthèses et des analyses
qu'on peut avoir des partenaires et aussi notamment de Cap Digital qui est quand même au sein du réseau et de ce qui se passe au niveau des technologies. Pour nous, c'est quand même quelque chose d'intéressant et de primordial, puisque ça permet aussi de justifier et de valider ce qui est écrit dans vos dépôts de dossier. Alors, on ne prend pas pour argent comptant, mais globalement, ça nous permet de valider les aspects techno qui peuvent être poussés, bien vérifier ce que vous faites par rapport à l'état de l'art, et ensuite oui, de pouvoir aussi être assuré d'un suivi, on va dire, un peu plus opérationnel sur les dossiers. Donc oui, une labellisation, c'est quand même important sur les dossiers qu'on peut recevoir, notamment sur Leader PIA, mais aussi dans le cadre des autres dispositifs d'innovation. Merci beaucoup. Du coup, je te laisse dire un petit mot sur l'appel générique InnovUp. Alors, pour conclure, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que InnovUp Leader PIA fait globalement partie donc de l'appel à projet InnovUp qui regroupe un ensemble de sous-dispositifs qu'on avait un petit peu refondé il y a déjà de cela 2 ans. Globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que Leader PIA est un appel à projet où il y a une très grosse confrontation entre projets et une grosse sélectivité. InnovUp est un dispositif sur lequel il y a aussi de fortes attentes. L'idée, c'est que c'est au fil de l'eau. Donc forcément, chaque dossier déposé est pris individuellement, analysé également avec notre partenaire BPI, et on se positionne notamment sur les mêmes principes d'incitativité de l'aide, sur intérêt que ça peut avoir aussi pour l'Île-de-France. Mais il est certain que par rapport à Leader PIA, où vous n'êtes pas en confrontation en appel à projet, je dirais pas que c'est plus simple, mais voilà, il y a quand même forcément plus de chances, si votre sujet est porteur de croissance et d'emploi et un intérêt techno, d'être accompagné sur ce dispositif InnovUp. InnovUp adresse pour le coup des projets plus ou moins matures, puisqu'on va de la faisabilité au développement, ce que ne le fait pas globalement PIA, puisque là on est quand même sur des projets quand même beaucoup plus importants. Et au-delà de ça, InnovUp adresse aussi des sujets d'expérimentation qui vous permettent de tester grandeur nature vos projets sur des terrains bien précis. Les montants, je dirais, les montants oscillent sur des aides d'accompagnement à hauteur de 30 000 euros pour la faisabilité jusqu'à 200, 300, 400 000 euros en sub et AR. Donc, en termes d'accompagnement financier, on peut être sur les mêmes niveaux potentiels à terme que sur Leader PIA. Après, c'est effectivement la résonance que peut avoir aussi Leader PIA et le suivi qu'on a derrière en termes de communication et en termes de médiatique, tout simplement. Mais globalement, ce que je peux aussi dire, c'est que sur les projets Leader PIA, si on estime qu'il y a des projets d'envergure très importants et très intéressants qui nous semblent cohérents et qu'on se dit, bon, c'est pas un projet qui peut être retenu sur Leader PIA, mais potentiellement sur InnovUp. Charge à nous aussi de voir concrètement pour pouvoir réorienter votre demande d'aide sur un dispositif InnovUp classique. Merci beaucoup. Il y avait une question de Ludovic qui demandait s'il fallait avoir une immatriculation pour pouvoir postuler à tous ces appels à projets. Oui. Voilà. Il faut avoir une entreprise créée, voilà, contrairement au e-lab que je vous ai présenté précédemment, où vous n'êtes pas encore, vous pouvez très bien postuler sans avoir créé votre entreprise. Merci beaucoup, Amine. Merci d'être venu ce matin nous présenter ce InnovUp Leader PIA, la nouvelle mouture PIA 4 d'InnovUp Leader. Et à bientôt. Merci, à bientôt, Jessica. Au revoir. Merci à toi. Et je vais juste finir et conclure, juste pour vous présenter un petit peu les challenges Pokengo qui ont été évoqués par Christelle ce matin et que je relais aujourd'hui. Donc,
pour vous dire qu'il y en a 3 qui vont s'ouvrir, dont un qui est déjà ouvert et 2 autres qui vont s'ouvrir prochainement et auxquels vous pouvez assister évidemment à la présentation. Donc c'est vraiment un dispositif qui est opéré par Cap Digital depuis 2015 avec des phases de cadrage, puis des phases de sélection des lauréats et ensuite une phase de prototypage. Donc, vous aurez toutes les slides également. Hein. Vous pouvez cliquer sur les différentes images pour être dirigé vers les réunions d'information. Donc, je vous donne les 3 qui sont en cours. Donc, le lancement aujourd'hui de SNCF Gare et Connexion avec comme challenge la localisation et le guidage indoor. Donc, si vous êtes une entreprise qui sont sur ces sujets, n'hésitez pas à vous inscrire pour ce challenge. Un autre challenge qui me tient particulièrement à cœur, qui est avec le centre Léon Bérard sur la connexion à l'activité physique adaptée. Donc, de la même manière, hein, c'est développer une approche relationnelle et motivationnelle avec les patients en cancérologie pour suivre un parcours en APA. Donc, celui-ci sera lancé le 17 décembre. N'hésitez pas à vous inscrire à la réunion d'information. Et le 3e, qui est avec Intermarché et qui est sur la computer vision et le magasin intelligent pour développer la mise en place d'un système de comptage de flux de personnes en point de vente. Donc, n'hésitez pas, il sera lancé le 16 décembre. N'hésitez pas également à vous inscrire. Donc, et si vous avez une question, évidemment, Stanislas et Mélissa sont tout disposés à vous répondre à ces questions concernant les POC & Go. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Pour finir, les événements à venir, hein, tous nos événements et également l'inscription hein, sur ces réunions d'information POC & Go sont disponibles sur notre plateforme Connect à capdigital.com sur les événements. Donc, je vous en ai mis quelques-uns. Ce soir, le Data et Business Day 2, les données de la RSE. Ensuite, un webinaire avec nos partenaires sur mieux comprendre les données spatiales pour les intégrer à vos outils et vos services. Et ensuite, le festival du bien vieillir et de la Silver Economy. Donc, Christelle porte les enjeux chez Cap Digital et qui aura lieu du 10 au 14 décembre. Voilà, et bien c'est bientôt la fin, enfin c'est la fin du webinaire. Je vais tout de suite remercier l'ensemble de nos intervenants pour leur disponibilité ce matin. Vous recevrez évidemment le webinaire, le replay du webinaire dans vos boîtes aux lettres ainsi que les slides de présentation. Et je vais remercier également mes collègues d'avoir été présents sur ce webinaire. Christelle, Julia, derrière la caméra, Sarah, derrière son clavier, Philippe. Et je vous dis à bientôt. Le prochain webinaire, ce sera pas le premier mardi du mois de janvier, mais ce sera bien le mardi 11 janvier. Et donc, on se retrouve le mardi 11 janvier. Je vous souhaite de joyeuses fêtes et bientôt une très bonne année. Voilà, nouvelle année 2022. Et donc, on se retrouve en 2022. Très bonne journée à tous. Au revoir.